Chers amis internautes, bonsoir. Ce soir, je vous propose un dossier spécial consacré à une question qui suscite de nombreuses interrogations en ce moment. Alors que la France traverse un nouvel épisode de canicule, chacun entend la même explication, c'est le réchauffement climatique. Mais est-ce qu'on peut se contenter de cette réponse pour expliquer tous les phénomènes observés ? Alors, pourquoi effectivement la canicule de 2003 a-t-elle provoqué près de 15 000 décès, alors que dans les épisodes récents, pourtant comparables en intensité, dans certaines régions, on a eu un bilan humain très inférieur? Est-ce qu'on peut expliquer ça par une campagne de prévention extraordinaire? Avec Patrick Pazin, qui est auteur de L'arme climatique et l'arme environnementale, nous allons explorer différentes hypothèses, analyser les documents disponibles et nous interroger sur des sujets souvent absents du débat public. Alors notre objectif n'est pas d'imposer une conclusion, mais d'examiner des faits, des données et les questions qui méritent d'être posées. Et ce sera à vous d'en tirer les conclusions, n'est-ce pas Patrick ? Bonsoir Patrick Pazin. Oui, bonsoir Jackie. Oui, comme d'habitude, effectivement, c'est à nos spectateurs de tirer les conclusions à partir des informations et des éléments, des faits que nous allons leur apporter, évidemment. Oui, bien sûr. Et effectivement, la question se pose. Oui, pour commencer, je voulais te demander, est-ce que cette canicule de 2026 est un phénomène exceptionnel ? Alors, par les records de température, et puis voilà. Puis on a parlé de 2003, donc pourquoi cette différence? Alors, si nous écoutons les médias mainstream, oui, 2023, 2024, 2025, 2026 sont les années les plus chaudes jamais enregistrées. Jamais. Bon. Sauf que quand tu vois, quand des gens me disent non, mais regarde, les températures enregistrées montrent bien que ce sont les années les plus chaudes, je dis d'accord, mais comment mesure-t-on la température sur Terre? Parce que ça, c'est une vraie question. Par exemple, en Amazonie, qui représente quelques millions de kilomètres carrés, on la mesure où la température? Au ras du sol, à 1 mètre, au-dessus des arbres. Et puis, dans le désert, par exemple, on mesure où la température? Il n'y a pas de règle pour ça? Non, il n'y a pas de règle. Norme établie, non? Ah bon? Et en revanche, ce que l'on constate dans les calculs, c'est que les villes sont, alors on va dire, oui, c'est plus simple. Il y a plus de capteurs, on va dire ça comme ça, dans les villes. Or, on sait que les villes sont des sources de chaleur supérieures à la campagne. Oui, la campagne, il y a des arbres, le béton, pas le béton, le goudron principalement est un réflecteur de chaleur. Enfin, je veux dire, marcher sur du goudron devient vite impossible par les températures actuelles. Donc, déjà la prise de température pose problème. Et par exemple, à une époque, sur la totalité du Mali, qui mesure 2 fois la superficie de la France, il y avait 3 stations météo qui relevaient la température, alors que dans le même temps en France, il y en avait 50. Oui. Donc forcément, déjà rien que la prise de température, la mesure des températures sur Terre pose problème. Et d'ailleurs, quand on regarde les rapports du GIEC, d'ailleurs, il vaut mieux passer assez vite parce qu'on connaît déjà les conclusions avant même de les avoir, avant même d'avoir commencé l'introduction. Voilà. De toute façon, tout va dans le sens de tout est réchauffement climatique. Et à un moment, d'ailleurs, il y avait un scientifique suédois qui avait constaté que les mesures de CO2 étaient biaisées en partie parce qu'il mettait des capteurs à côté de volcans. Voyons. Donc, justement, voilà. Donc, en fait, alors on peut se dire, oui, mais pourquoi le GIEC fait ça? Eh bien, parce que d'abord, il faut savoir que je n'hésite pas à le dire, c'est une entreprise criminelle qui a des implications financières. Par exemple,
Pour l'agenda 2030, donc tous nos amis qui nous regardent ont déjà entendu parler, l'ONU, le Forum de Davos, enfin les suspects habituels, pour ne pas dire les coupables habituels, ont estimé que pour atteindre les objectifs, il fallait dépenser chaque année 3 000 milliards de dollars. Pas 3 milliards de dollars, 3 000 milliards de dollars. C'est-à-dire quasiment l'équivalent de la dette française. C'est chaque année. Donc, où est-ce qu'on trouve l'argent? Pour faire quoi? Qui en profite? Etc., etc. Mais oui, en fait, le climat est une affaire de gros sous. D'ailleurs, je ne sais pas si notre régie peut montrer, par exemple, le CME Group propose des produits dérivés, des futures, basés sur les températures. Alors, en attendant la photo, permets-moi cette digression, Patrick, forcément tu es bien au courant puisqu'on a travaillé ensemble sur l'OMS. oui. Tu te souviens que ça fait donc maintenant c'est la 3e année que l'OMS est conviée aux journées du GIEC, aux journées nationales du GIEC. Oui, d'ailleurs, tu fais bien de le souligner. C'est vraiment une association de malfaiteurs, quoi. Oui, parce que... Puisque les internautes connaissent notre position là-dessus. Oui, d'ailleurs, tu fais bien de le rappeler, puisque l'OMS a considéré qu'il entrait dans ses attributions de prendre en charge la question du climat. Donc, ils ont nommé une ambassadrice, qui est la fille de John Kerry, voilà, qui ne connaît rien au climat, mais ça n'est pas gênant, elle a un carnet d'adresses. C'est une question héréditaire. C'est ça, effectivement. Quand on est dans certaines élites, on sait tout sur tout. D'ailleurs, il n'y a qu'à le voir dans les gouvernements successifs de la France. Et donc, en fait, l'OMS, qui n'est élue par personne, comme nous le savons, s'est attribué le climat dans ses responsabilités. Et d'ailleurs, tu te souviens, il y avait 250 revues scientifiques, donc encore une fois, les coupables habituels, les Nature, etc., Lancet et compagnie, qui montent à tour de bras. Et c'est prouvé, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas une vue de l'esprit. Oui. Donc, 250 de ces revues avaient écrit à l'OMS en 2000, je sais plus si c'est 2024 ou 2025, pour demander à Tedros de déclarer le climat comme urgence prioritaire de santé. C'est-à-dire que alors, Dieu merci, il ne l'a pas fait. Je pense que s'il l'avait fait, ça aurait eu des conséquences pour l'OMS, qui est déjà embarqué dans autre chose et qui a d'autres problèmes à gérer. Mais l'OMS peut déclarer à tout moment une urgence prioritaire sur le climat. On n'est pas sorti d'affaires parce qu'on n'est pas à l'abri que tout d'un coup, il y repense. Voilà. Et comme la plupart des hommes politiques sont effectivement inféodés à l'agenda, il y a quelques discours, hein, à l'agenda 2030, à Davos, etc., qu'ils ont bien compris que s'ils veulent perdurer dans recevoir leur gamelle, continuer de recevoir une gamelle bien confortable, et ben ma foi, il faut parler du réchauffement climatique et surtout nier toute autre possibilité en fait, notamment que le climat peut être utilisé comme une arme. Ah oui. D'ailleurs, c'est ce que tu as bien écrit. Hein. Ah ben, je vois que tu as une... Environnement. Je vois que tu as une saine lecture. J'ai bonne lecture. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est que les fact-checkers, etc., les médias de grand chemin, dès qu'il est question de manipulation du climat, jurent leur grand Dieu que c'est impossible, que ce ne sont que de viles théories conspirationnistes, etc., etc., alors que les éléments
qui nous donnent raison maintenant sont multiples et depuis longtemps. Enfin, je ne sais pas par lesquels on va commencer, mais le par exemple, commençons par Arp, puisque c'est l'un Alors, des. Ou voilà, je te laisse. Non, 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 je te laisse. je voulais, puisque on en était à cette déclaration, cette grosse chaleur que l'on subit tous, plus ou Oui. moins, de façon plus ou moins heureuse. Bon, on a quand même de sérieuses questions à se poser quant à son authenticité. Mais est-ce que, puisqu'on vient d'évoquer cette manipulation de la peur Oui. qui aujourd'hui est utilisé par le climat, est-ce que le récit officiel est vraiment complet? Quand on analyse les cartes européennes de température, on voit que c'est comme Tchernobyl, hein, ça s'arrête à la frontière, c'est bizarre. Oui. Il y a une nouvelle expression qu'on a créée, tu démontres, et tu l'as expliqué, et tu vas nous le redire, que l'expression dôme de chaleur, mais on comprend vaguement, mais en fait, est-ce un terme scientifique? Non, mais non, en fait, c'est une notion très récente. Et d'ailleurs, si on peut voir alors déjà, ça, c'est la carte du 23 juin, donc il y a quelques jours. Alors, j'ai lu que la chaleur n'était que sur la France. En fait, comme nous le voyons, non, c'est faux. Elle n'est pas partout. Elle est également sur l'Espagne, en partie sur l'Italie et beaucoup sur l'Afrique du Nord aussi. Donc, Et en fait, Londres aussi. oui, mais sur la carte, on ne le voit pas. Mais Oui, Londres c'est vrai. aussi Londres aussi est touché. Mais moins, en tout cas, nous le verrons sur l'autre carte, qui est celle du mois de mai. En fait, quand on lit, voilà, là on voit bien que effectivement l'Angleterre est très touchée. Et donc là, nous sommes le 26 mai. Et en revanche, c'est très étonnant, la chaleur s'arrête aux frontières avec la Russie. Eh oui, il y a une Alors, explication. le réchauffement climatique a décidé de ne frapper que l'Europe. C'est une évidence. Il suffit de regarder les cartes pour savoir pour comprendre que le réchauffement climatique ne frappe que l'Europe occidentale. Et alors maintenant, revenons là-dessus. Je veux dire, les pays comme les États-Unis ou la Russie et même la Chine ont des décennies déjà d'expérimentation notamment sur la couche de l'atmosphère qui s'appelle l'ionosphère, qui se situe entre 60 km et 1000 km au-dessus de la Terre, où les molécules ont un comportement différent de plus bas et d'au-dessus, puisque le rayonnement ultraviolet peut les casser et en fait crée des plasmas. Enfin, je ne veux pas être trop technique, etc., etc. Mais du coup, Pardon, on avait fait une émission sur HARP, d'ailleurs. On peut renvoyer nos amis internautes à cette voilà. émission. Tu avais davantage développé ce sujet. Voilà. Et pour rappel, HARP est une station qui a été créée et financée par le complexe militaro-industriel américain, hein, puisqu'en fait c'était financé par l'US Navy, l'US Air Force et la DARPA. Donc en fait, ils ont installé, donc là si nous pouvons voir par exemple l'image qui s'appelle Gakona. Donc Gakona qui est une ville de l'Alaska. C'est là où a été installé HARP à partir des années 90. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un champ de 180 antennes dont le but est de chauffer des points de l'ionosphère. Parce que je ne vais pas entrer dans les détails, mais dans l'ionosphère, il y a 3 couches. Il y a principalement 3 couches qui permettent de faire des expériences. Ah ben là, merci pour la photo. Ça Ça, c'est. correspond à des Alors, fréquences différentes, c'est ça, les 3 couches? oui, c'est ça, haute fréquence, basse fréquence, etc. Mais alors là, c'est intéressant parce que, merci la régie, ça, c'est la station S4, donc c'est la station européenne. Donc, en grossissant, nous voyons qu'il y a des antennes. Alors, il y a de la neige, certes, mais il y a des antennes, et ces antennes vont servir à réchauffer un point, enfin une surface, une zone de l'ionosphère, pour voir quelles sont les conséquences. Oui. Et alors ça, c'est la partie expérimentation,
mais est-ce que les harpes en Alaska ou SCAT, alors bah, voilà, harpe, ça c'est Gacona. Donc là, j'ai pris une image Google Earth et j'ai ajouté 2 photos. En bas à gauche, on voit le champ de ces antennes qui envoient des puissances colossales. Et puis en haut à droite, c'est une photo vue pris d'en haut du champ d'antenne. Donc en fait, ça paraît totalement inoffensif quand on le regarde comme ça, mais c'est en modifiant l'ionosphère. J'avais discuté avec un militaire qui m'avait expliqué qu'il y avait à peu près alors des dizaines de programmes. Alors, Oui, notamment, par exemple, ça permet de faire ce qui s'appelle des tomographies de la Terre, c'est-à-dire de coupé en regarder. tranches, C'est ça. En fait, comme c'est pour de les radios. regarder, voilà, de regarder en profondeur ce qu'il y a dans la Terre. Mm. Ensuite, ça permet de communiquer, par exemple, avec des sous-marins en profondeur, en plongée, parce qu'on envoie des ondes vers une zone particulière de l'ionosphère qui va les réfléchir vers le sous-marin. Et puis, en fait, ce sont des ondes qui peuvent aller très loin, puisqu'on sait, par exemple, que à la station S4, donc la station européenne, elle peut envoyer des ondes jusqu'en Antarctique. Ah oui, Donc, c'est quasiment à l'autre bout de la Terre, puisque je rappelle que S4 est en Norvège. Et l'Antarctique, bah, c'est de l'autre côté de la Terre, hein. Donc, donc, il ne faut pas s'étonner que les militaires puissent envoyer des programmes, enfin des ondes pour réchauffer l'ionosphère jusqu'à 60, 100 km et au-dessus dans l'atmosphère, parce qu'on n'est pas encore dans l'espace, hein. L'espace est à peu près à 10 000 km au-dessus de la Terre. Et en dessous, c'est l'atmosphère terrestre. mhm, Et alors, il y en a également des stations comme A, puis il y en a une en Russie, par exemple, qui s'appelle Soura, qui est un peu plus ancienne, qui a commencé 10 ans avant HARP, dans les années 80, donc en Russie. Elle se situe du côté de Nijni Novgorod, qui est là où se situe une partie du complexe militaro-industriel russe. Et d'ailleurs, en 2016, il y a une étude scientifique qui est parue qui rapporte que les Chinois et les Russes ont réchauffé localement l'ionosphère de 100 degrés. Donc, on imagine les puissances mm. électriques qu'ils ont envoyées. Et ça a perturbé plus de 120 000 km² au-dessus de l'Europe. Alors, perturbé dans les communications, perturbé dans le climat. Et donc, ce sont en fait des opérations qu'ils maîtrisent depuis longtemps. Ben oui. C'est-à-dire que chauffer une zone particulière de l'ionosphère et ses conséquences, ça a été fait depuis très longtemps, puisque ben, il y a même un rapport le rapport Théorine de 1999 de l'Union européenne sur HARP, donc 1999, qui attire l'attention sur les dangers de HARP, était Mhm. présent d'ailleurs lors de cette audience. Une de mes amies, bon, qui est partie depuis, qui s'appelait le docteur Rosalie Bertel, qui, Oui, elle, avait visité HARP. Et d'ailleurs, quand j'étais allé la voir à Toronto, justement, elle m'avait expliqué ce qu'elle avait vu, etc. Et elle avait travaillé également sur la guerre des étoiles tu sais, le projet Reagan, oui. sous Reagan, en disant mais ça allait détruire le vivant. Et en fait, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne l'ont pas monté, parce que oui, en termes d'armes, ça aurait été extraordinaire de leur point de vue, mais ça aurait détruit le vivant, les oiseaux, enfin, toute la biodiversité qui était en dessous, quoi. Mais alors pourquoi, Patrick, on parle de dôme de chaleur aujourd'hui? Il y a peu Ah, de temps qu'on en parle et on a l'impression qu'on a déposé une cloche là c'est ça. sur l'Europe de l'Ouest. Un dôme, qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Qu'est-ce qu'il y a à côté? Qu'est-ce qui définit ce dôme? Pourquoi? Ah ben ça c'est très intéressant effectivement. Je n'avais jamais entendu parler de dôme de chaleur. Évidemment, valeur scientifique égale à zéro. Bien, déjà, hein. Oui, parce que
qu'on nous sorte une étude, effectivement, où il est question de dôme de chaleur, alors qu'en fait, quand on parle de dôme, ça implique effectivement qu'il y a quelque chose au-dessus. Oui, on dirait une cloche. C'est ça. C'est ça. Mais sauf qu'il n'y a pas de cloche naturelle. Il y a des cloches Oui. artificielles. Donc effectivement, l'utilisation d'ARP, mais d'autres systèmes, hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que ARP qui peut servir à manipuler le climat. Mais c'est vrai que, je le disais en introduction, quand tous les fact-checkers, les grands médias nous expliquent que non, la manipulation du climat est impossible, que, etc., c'est absolument faux. Et c'est comme d'ailleurs cette question qui est liée à la manipulation du climat qui s'appelle les chemtrails. Oui. Donc évidemment, Wikipédia en tête nous explique que c'est une théorie totalement conspirationniste. Mais je rappelle, tu vois, aux gens qui me disent ça, oui, mais c'est une théorie du complot. Je rappelle que en 1997, le Congrès des États-Unis, qu'on ne peut donc pas soupçonner de conspirationnisme, hein, a demandé à au National Research Council après nous allons commenter cette image, de produire une étude scientifique sur ce que les militaires avaient répandu dans le ciel Oui. sur les 30 années précédentes. Alors évidemment, opportunément, les militaires avaient perdu les données, bien sûr, mais ce que l'on sait, c'est qu'ils ont répandu notamment un mélange de cadmium-zinc au-dessus de 33 villes, des villes comme Minneapolis, Saint-Louis, Winnipeg au Canada, mais également en Angleterre, hein, et en Scandinavie. Et néanmoins, on continue de nous expliquer. Alors, donc, ça, c'est un rapport officiel, hein, je l'ai lu, mais on continue de nous expliquer que non, 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 c'est une théorie du complot, alors que les documents officiels du Congrès confirment que les militaires ont répandu un mélange de cadmium-zinc dans le ciel. Donc, ceux qui voyaient des traînées d'avions, qu'ils ne considéraient pas naturelles, au sens, on va dire, les traînées de condensation, Oui, bah, ça dure beaucoup plus longtemps déjà que bah, les. évidemment. Ouais, je me souviens d'une traînée, j'étais à Guangdong, donc Canton, en Chine. Je l'ai filmée le matin, le soir, elle était toujours là. Elle n'avait pas bougé. C'était un jour, il n'y avait quasiment pas de vent. Et, mais on en a filmé au-dessus des nuages quand on vole en avion. Il y en a qui s'étendent, mais sur des centaines de kilomètres. Mais dans plusieurs régions de France, il arrive que le ciel soit très bleu le matin. Il y a beaucoup d'internautes qui prennent des photos et qui les postent. Le ciel est très bleu le matin, puis tout d'un coup, il est quadrillé et puis couvert l'après-midi, et voire il pleut. Ouais, il y a une quinzaine d'années, j'avais réalisé et produit un documentaire qui s'appelle Bye Bye Blue Sky, Oui, donc au revoir ciel bleu, donc qui traite de ces traînées d'avions. On peut le voir d'ailleurs sur YouTube. Enfin, il y a une version de 30 minutes sur YouTube qui est largement suffisante. La version long métrage a été diffusée dans des festivals, mais sur YouTube, j'ai mis la version courte. Il ne fait aucun doute. Enfin, je veux dire, quand on discute avec des pilotes, des pilotes d'avion, évidemment, ils savent très bien que derrière ce qu'ils épandent, ce ne sont pas des traînées de condensation. Quand on discute avec des militaires, ils le savent très bien. Enfin, et donc, quand on nous dit, voilà, ça n'existe il y en a pas. qui démissionnent d'ailleurs quand ils voient ce qu'ils envoient. Oui, bien sûr, parce que d'ailleurs, nous pourrions nous poser la question, tous ces médias de grand chemin, ces fact-checkers autoproclamés, qui nous expliquent que ça n'existe pas, Oui. que les chemtrails n'existent pas, Wikipédia en tête, est-ce que ça n'est pas de la complicité d'empoisonnement? Parce que les produits qui sont envoyés sont des produits toxiques comme le barium, l'aluminium. J'avais même vu le strontium. Et puis, tant qu'à aller de ce côté-là, il y avait même un prix Nobel de chimie alors, qui est décédé depuis, qui s'appelait Paul Crutzen. Alors lui, il avait proposé un plan, mais enfin, que moi je qualifierais de complètement délirant. Euh, il proposait de répandre dans le ciel de l'acide sulfurique. Ah, Oui, oui. carrément. Oui, oui, de l'acide sulfurique pour bloquer la réverbération solaire. Et alors, nous l'avions appelé
nous l'avons eu au téléphone pour savoir où il en était sur sa réflexion. Et puis en fait, il nous avait dit qu'il avait abandonné. Mais ce qui est ahurissant, c'est le seul fait il ait publié une étude là-dessus, de l'acide sulfurique. Enfin, ça ne reste pas dans le ciel, l'acide sulfurique. Enfin, rien ne reste dans le ciel d'ailleurs. Tout finit par retomber plus ou moins longtemps après. Et Avec la pluie, par exemple, dont on se sert pour l'agriculture. bien sûr, Mais d'ailleurs, tu le sais, l'un des principaux bailleurs de fonds, à part les militaires de tout pays, d'un certain nombre de pays, évidemment, on retrouve la fondation Gates, hein. Bill Oui, Gates oui, je voulais en venir au financement de cette géo-ingénierie. oui, Évidemment, on retrouve Bill Gates, comme tu le soulignes, oui, mais tu ne crois pas qu'on peut comparer ça à l'arme biologique qui est celle des injections, absolument. qui nous ont été, on n'a pas tous accepté heureusement, mais qui nous ont été imposées. Dans quel but? Le but de nous éliminer, disons-le carrément. Bah, nos, Alors les injections ne suffisent peut-être pas, donc maintenant ça vient par le ciel, c'est ça? Entre autres, Enfin, chacun se fera son idée, mais, non, bon, non, là-dessus, c'est très clair. D'ailleurs, j'ai encore vu un court passage. C'était une réunion qui s'appelait New World Order, donc Nouvel oui, Ordre Mondial. Donc, il y avait une assemblée, on aurait pu se croire à l'ONU, hein. Et puis, on voit un type qui préside une association qui s'exprime en anglais, qui dit, bah, voilà, il y a, je me souviens plus s'il dit 7 ou 8 milliards, non, il dit 8 milliards d'êtres humains. Il faut retomber à 1 milliard, un pardon. milliard, oui. Voilà, donc il dit, il va falloir, Les moyens sont bons, il va employer le mot kill, donc tuer, carrément. Donc, oui, donc c'est bien une arme. et Donc, il va employer le mot affamer. Et c'est pour ça d'ailleurs, enfin tu le sais, c'est actuellement un des sujets sur lesquels j'interviens régulièrement, donc l'abondance. oui. Je rappelle qu'il est indispensable de planter, de semer partout où on le peut, d'utiliser les techniques de noviculture qui permettent d'avoir des récoltes formidables dans la joie et la bonne On humeur. renvoie à notre dernière émission, d'ailleurs. Voilà, effectivement, j'ai reçu beaucoup de messages et encore merci pour l'invitation à toute l'équipe. Et oui, parce que actuellement le plan se met en place, c'est-à-dire que on passe des accords, on l'a vu d'ailleurs, hein, la Commission européenne a mis en place les accords du Mercosur contre l'avis de certains États, contre l'avis du Parlement. Oui, Et donc en fait, l'objectif est appelons un chat, de détruire l'agriculture européenne. Du coup, nous ne dépendrons plus que du Mercosur. Et puis un jour, on va nous expliquer que, bah oui, à cause du réchauffement climatique, on peut plus faire transporter sur des milliers de kilomètres toute l'alimentation de l'Europe. Et bah voilà, on verra bien ce qui se passera à ce moment-là. Et donc, je le redis, ce court extrait de 2-3 minutes, on nous parle le type dit bien, on va affamer la population qui, comme ça, trouvera le repos dans la tombe, in the grave. voilà. Et si on échappe à tout ça, on nous offre sur un plateau l'euthanasie maintenant. Oui, mais comme on n'y échappera pas, finalement, ce sera voilà. Et donc en fait, ces épisodes de chaleur exceptionnels. Oui, évidemment, tous les médias vont nous expliquer que c'est un dôme de chaleur, donc aucune valeur scientifique. Qu'est-ce qu'un dôme de chaleur? Parce que je rappelle quand même que il y a une convection permanente entre les différentes couches de l'atmosphère, à savoir que eh bien, les courants chauds montent, se refroidissent. Enfin, je veux parler de ça. Tout le monde le sait. Et d'ailleurs,
qu'on ignore, c'est qu'on nous parle du CO2, mais finalement, la principale composante en fait, c'est la vapeur d'eau au-dessus de nous. Donc, en fait, c'est comme si nous étions dans un micro-ondes. Ouais. Tu le sais, un micro-ondes, ça secoue les molécules d'eau. Et le danger, évidemment, n'est pas le CO2, parce que sa proportion est trop faible dans l'atmosphère pour faire Il quoi en que ce faut soit. pour vivre. Il en faut pour vivre. Sans Ah, CO2, il n'y a pas d'arbre. ben, il y a pas sans CO2, il n'y a pas de vie, puisque nous-mêmes sommes composés de CO2. Et puis, Absolument. évidemment, la végétation, d'ailleurs, heureusement qu'il y a un peu plus de CO2, puisque nous le constatons, et c'est une nouvelle extraordinaire, qu'un peu partout, y compris dans les déserts comme le Sahara, la planète est en train de reverdir. Et ça c'était inattendu. Et j'aimerais bien d'ailleurs que des hommes politiques, puisque nous allons avoir une campagne des élections l'année prochaine, justement ça devienne un vrai sujet et pas uniquement la doxa du GIEC mortifère. Parce que qu'on nous explique, tiens, mais comment se fait-il que la planète reverdisse? Comment se fait-il que j'ai vu là une dernière étude évalue à peu près à 8% l'augmentation je vais inventer un mot, de la reverdisation de la planète. Ouais. Et soyons clairs, l'agenda 2030 n'a rien à voir là-dedans. Les écologistes n'ont rien à voir là-dedans. Ouais. Et donc, en fait, ces épisodes de chaleur, oui, ce dôme de chaleur, pour qu'il y ait un dôme, il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait un couvercle qui soit placé dessus. Parce que Ben oui. la nature, il n'y a pas de, enfin, je sais pas, moi, je n'ai jamais vu, ni même entendu parler de dôme naturel. C'est parce que ça signifierait qu'il y a une coupure entre différentes couches de l'atmosphère. Alors évidemment, ça Et n'existe pas. surtout, la forme. Ah La ben, forme évoquée. oui, c'est ça. Je cherchais le prénom de. C'était Christian Gérondeau qui avait écrit son Oui. livre sur les 12 mensonges du GIEC. Voilà, c'est ça que je voulais Ben, signaler. je pense qu'il s'est limité à 12, parce que sinon, s'il avait pris tous les mensonges du GIEC, ce serait une encyclopédie. C'est une. Et d'ailleurs, François Gervais, qui est un scientifique, qui fut un rédacteur du GIEC, a démissionné quand il a vu ce que lui produisait comme travaux scientifiques et ce que ça devenait au sein du GIEC. On voit bien que le GIEC n'est pas du tout un organisme d'experts. D'ailleurs, c'est très étonnant. Et pourtant, c'est l'organisme officiel. Oui, bah, comme toujours, je veux dire. C'est que français le GIEC ou c'est Non, international? non, c'est international. Son nom en anglais, c'est IPPC. Et donc, en fait, quand on regarde alors évidemment, quand on nous parle de la composition du GIEC, on nous explique que ce sont les meilleurs scientifiques du monde. C'est toujours pareil, hein. Ben, l'OMS, tu es bien placé pour le savoir, ce sont toujours les meilleurs scientifiques. Absolument. Merci pour les Meilleurs autres. experts. Voilà, meilleurs scientifiques, meilleurs experts. Et on comprend bien par qui ils sont financés. Ouais. C'est un. Mais en fait, Alors, oui, oui. Non, non, vas-y. je voulais en venir au financement parce que au départ, avec ARP, c'était les militaires, c'était Oui, l'US Air Force et et l'US Navy. l'US Navy aussi. Et ils se sont retirés maintenant puisque ARP avait été interdit. Or, ça continue. Alors, qui finance? Et Alors, puis, tu nous avais parlé, je voudrais que tu nous expliques. On parle des. En fait, ça fait de l'argent et on a créé des crédits oui, pour la les droits à production de polluer, carbone, voilà. voilà, des droits à polluer. Donc, Oui. tu peux nous expliquer ça? C'est une honte. Ah bah, c'est une. Oui, il n'y a pas de mots. La première question que tu m'as posée, c'était. Le financement. Le financement de HARP et puis HARP Ah voilà, interdit c'est ça, et c'est qui ça. ARP. continue. Voilà, c'est ça, ARP qui continue. Effectivement, ARP était devenu très voyant. Euh, et parce que je disais, tu vois, par exemple, une scientifique comme Rosalie Bertell s'y était rendue. Mhm.
Elle avait publié des articles, elle a publié des livres. D'ailleurs, j'ai publié et en français et en anglais l'un de ses livres qui s'appelait, enfin qui s'appelle toujours d'ailleurs, La planète Terre, ultime arme de guerre. Et donc, arme devenant trop visible et surtout plus indispensable, et je vais expliquer pourquoi. Officiellement, il a été annoncé que la station de Gakona en Alaska serait fermée en 2013. Oui, Bon, il y a euh, 13. voilà. Évidemment, qui pouvait croire que les militaires allaient renoncer à un tel potentiel? Personne, franchement, personne. Oui, Et alors, eh bien, 2 ans plus tard, en 2015, nous avons appris que finalement, HARP ne fermerait pas, que c'était repris par l'université de Fairbanks, qui est une ah oui, voilà. université en Alaska, qui en Mm. fait, c'est là où étaient monitorées toutes les expériences HARP. C'était depuis l'université de Fairbanks. Mais surtout, en fait, les militaires américains n'en ont plus besoin. C'est-à-dire que ils ont installé des stations HARP ailleurs. Nous en avons déjà parlé et je pense que tu as déjà vu passer l'information. Pendant la guerre contre l'Iran, les Iraniens ont Oui, détruit une station radar aux Émirats arabes unis, oui. qu'ils ont présentée comme une station secrète HARP. Et donc l'Irak qui subissait des sécheresses depuis plusieurs années, après la destruction de cette station HARP, ont vu revenir la pluie et en 6 semaines, les barrages qui étaient vides sont redevenus des barrages. Et l'influence allait jusqu'au sud de la Turquie et même jusqu'en Afghanistan. C'est-à-dire qu'en fait, les ondes produites permettaient de bloquer les nuages et d'empêcher en fait qu'il pleuve au-dessus de l'Iran, de l'Irak, du sud de la Mhm. Turquie, de l'Afghanistan, etc. Et ça sont des techniques qu'ils maîtrisent depuis des décennies, hein. Alors Patrick, je vais te demander quels sont bon, on a évoqué les crédits d'émission, quelles sont les nouvelles réglementations et quels intérêts économiques gravitent autour de ces politiques climatiques. Et puis on finira avec toutes les questions qui interrogent, dans toutes les observations qui interrogent. Alors, les chaleurs des épisodes trop longs, pas Mhm. d'orage après les épisodes de chaleur, il n'y a plus de feux d'incendie pour l'instant. Voilà, on finira avec ça, mais en Oui, liquide, l'économie du climat. mais en fait, il y a Al Gore, par exemple, avec son film Une vérité qui dérange. D'ailleurs, c'est très intéressant. Ça nous avait été présenté comme la Bible, le film à voir absolument, etc., etc. En Angleterre, évidemment, entre de Davos aussi, ils ont décidé que ce film devait être diffusé dans toutes les écoles. Bonjour la propagande. Et en fait, il y a eu des parents, des associations, etc., se sont opposés. Et en fait, la justice anglaise a reconnu que dans ce film, il y avait 9 erreurs scientifiques majeures. 9 erreurs scientifiques majeures. Alors, on va pas en parler là, hein, je veux dire, 9 erreurs scientifiques majeures. Bon, ça n'a pas empêché de diffuser le film à leur chère tête blonde. Bon, après tout, pourquoi pas. Mais effectivement, des gens comme Al Gore, comme Barack Obama, Cautionner ce genre de... oui, sont là-dedans. Et on sait que Obama, par exemple, avait rédigé quand il était avocat à Chicago, avait rédigé les statuts du premier marché de crédit, ce qui s'appelle des crédits carbone, ou droits à polluer. Oui, C'est-à-dire que des moins entreprises, polluer, c'est bien. voilà, des entreprises qui, par exemple, chimiques, donc qui ont en moyenne qui polluent plus qu'une entreprise de yaourt, et encore, ça n'est pas sûr, acheter des droits à l'entreprise de production de yaourt
pour compenser la pollution qu'elle produisait. Et évidemment, au milieu, il y a des intermédiaires. Et comme c'est chiffré en milliards de dollars, par ici la bonne soupe, hein. C'est Ça va un... tout à fait avec l'agenda 2030, hein, qui disait qu'on allait avoir des crédits social, gouvernemental, Oui, économique. Voilà, oui, et que c'est si ça. on consomme trop de carbone, on prend trop souvent l'avion, on va être taxé. Notre carte bleue ne fonctionnera plus. Ben, c'est ça. Je veux dire, c'est une. D'ailleurs, nous l'avons évoqué en début d'émission. Pour que l'agenda 2030 atteigne ses objectifs, il faudra dépenser 3000 milliards de dollars Oui, par an. Par an. oui. Évidemment, c'est impossible. Évidemment, il y a des gens qui poussent derrière parce que par ici la bonne soupe. Enfin, tout le monde connaît enfin maintenant, en tout cas sur JSF TV, le scandale des éoliennes. C'est une destruction de l'environnement, de la Et irréversible en plus. irréversible parce que quand on voit le poids en fait, on ne sait pas comment on va devoir pouvoir enlever ces blocs de béton colossaux. Et puis en fait, Ah, il y en a question, hein. Il n'y en a même pas question, puisqu'ils en voilà. plantent sans arrêt. Oui, mais sans subvention, ça n'a aucune raison d'exister. Et, euh, et en fait, là, encore une fois, c'est par ici la bonne soupe, quoi. C'est D'autant plus que, tu vois, dans la région dans laquelle j'habite, il y a un champ d'éoliennes en mer devant mes fenêtres, qui augmente quand même de façon assez exponentielle. Et ben, ça marche pas souvent, parce que soit il y a trop de vent, soit il n'y en a pas assez. oui, c'est impressionnant, hein. Donc elles tournent pas. C'est ça. Et en plus, on a même découvert que certaines éoliennes tournaient au diesel. Très bien. Certaines Encore mieux. avaient un moteur diesel pour pouvoir les lancer. Mais à Ouais, part ça, tout va bien. ouais. Mais tu vois, je vais encore faire une aparté, pardon si les internautes trouvent que ça n'a rien à voir, mais c'est quand même une réflexion. Tu parlais du manque de rigueur d'Obama, Al Gore, qui ont laissé passer des erreurs scientifiques énormes. Et il y a 2, 3 jours, je discutais avec une de mes amies océanographes qu'on a reçue plusieurs fois sur JSF Ouais, et qui déplorait le manque de rigueur scientifique. Elle publie, elle est vraiment un très très haut niveau d'océanographie. Elle est responsable, professeure, etc. Et elle a un livre qui va bientôt paraître pour les enfants chez Flammarion. Et l'illustration est faite par un illustrateur qui a commis plein d'erreurs dans ses dessins. Et elle dit, je ne cautionne pas ça, c'est faux. bien Et on sûr. lui dit, oh, mais c'est pas grave. Ben, si, c'est grave. Oui. Alors là, c'est peut-être, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Est-ce que c'est du laisser-aller, de la nonchalance? Non, Mais on ne c'est peut une pas accuser volonté. Obama de nonchalance. Non, non, c'est une volonté. D'ailleurs, la régie à un moment, nous a projeté une image où on voyait la Californie, des nuages, et au milieu, on voyait des chemtrails. Et en fait, c'est une sécheresse qui a duré 5 ans. Et tous les jours, ils épandaient des chemtrails, ce qui bloquait les nuages. Et on a une déclaration donc l'image que j'ai proposée, donc qui s'appelle Californie, ou Californie 2. Voilà. Donc on voit qu'il y a une étude scientifique, et c'est de là que j'ai extrait cette photographie. Donc la Terre à droite, c'est la Californie, et à gauche en blanc, ce sont les nuages, et au milieu, on voit des chemtrails qui servent de bouchons. Oui. Les nuages ne peuvent pas pénétrer cette zone, et donc n'arrosent pas la Californie. Et Obama avait fait une déclaration euh, étonnante, nous la qualifierons d'étonnante. Il avait dit, eh bien maintenant, les Californiens croiront au réchauffement climatique. Eh ben oui, si effectivement si effectivement il crée des épisodes de chaleur, il bloque la pluie, et ben finalement on va croire que la nature est notre ennemi.
Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose que j'aime bien rappeler. Et c'est pour ça, encore merci pour cette émission, parce que ça permet de rappeler que la nature n'est pas notre ennemi. Qu'en fait, une grande partie, enfin, allez, j'enlève le grande partie, qu'une partie des catastrophes naturelles de ces 20 ou 30 dernières années ne sont pas naturelles. Parce qu'en fait, ça je ne l'ai pas dit, mais on pourra le lire, nos amis lecteurs pourront le lire dans l'Arme environnementale. En fait, en réchauffant l'ionosphère et en envoyant des ondes, il est établi qu'on peut déclencher des séismes sur Terre. Et d'ailleurs, j'en parle justement dans l'Arme environnementale. J'avais vu à la télévision chinoise un reportage, parce que avant 3 à 4 mois avant les Jeux Olympiques de Pékin, donc en 2008, il y a eu un énorme tremblement de terre dans le Sichuan qui a fait plus de 100 000 morts. Et les images que l'on voit du ciel, je regardais tout ce que j'ai pu trouver comme image du ciel à ce moment-là, ne correspondent absolument pas à un ciel naturel. Enfin, il est d'une couleur irisée, rose, qui n'existe pas. Enfin, Et d'ailleurs, le commentateur chinois dit c'est un tremblement de terre artificiel qui a été déclenché. Alors, ils disent pas par qui. Oui, il y a eu des photos d'ailleurs où on voit des rayons qui s'entrecroisent et qui déterminent le point d'impact du déclenchement de ce tremblement de terre. Mais Tu as bien vu ces sûr. photos? Oui. Oui, mais bon, là, nous n'avons pas le temps et ça n'est pas le lieu, mais Non. dans l'arbre environnemental, je parle de catastrophes naturelles avec des guillemets, bien sûr, comme le tremblement de terre d'Haïti, comme le Fukushima. Fukushima présente toutes les caractéristiques d'un tremblement de terre artificiel qui a provoqué un tsunami. Et en plus, il se trouve que moi, j'ai été pris dans au moins 3 gros tremblements de terre, dont un au Mexique qui a fait 400 morts. Alors, ça ne me donne pas une expertise. Mais quand on nous annonce pour Fukushima que le tremblement de terre était d'une puissance de 9, il y en a 4 par siècle, des tremblements de terre d'une puissance de 9, et que les images montrent que, je me souviens notamment, on voit une rédaction où ça tremble, mais ils continuent de travailler, ils en rigolent. Bon, il y a quand même une imprimante qui tombe d'une étagère, mais voilà. Mais si c'était un tremblement de terre de puissance 9, je te garantis que tu rigoles pas. Et Pas que voilà. l'imprimante. Moi, ce que j'ai vécu au Japon, j'en ai vécu 2, dont un notamment où j'étais au sommet d'une tour dans le Mitsubishi, qui était donc j'étais au 32e étage, donc c'est-à-dire à 100 mètres au-dessus du sol. Je pense que la puissance était de l'ordre de 6. C'est déjà très impressionnant. Alors 9, non. C'est la même chose pour les raz-de-marée, pour Oui, c'est-à-dire que, les alors en fait, cyclones. alors pour les tsunamis, raz-de-marée, j'avais étudié, justement, j'en parle dans l'arme environnementale, j'avais regardé tous les tremblements de terre, enfin tous les raz-de-marée, pardon, tous les tsunamis, on va appeler le mot de tsunami, depuis la Seconde Guerre mondiale. Et je me souviens plus, ça doit faire les tsunamis d'une certaine importance, il y en a une trentaine ou une quarantaine. Je crois que c'est plutôt une quarantaine d'ailleurs qu'une trentaine. Et seulement 2 ont été provoqués par un affaissement de terrain, tu vois, une falaise qui s'effondre, donc ça provoque un tsunami. Mais sinon, tous les autres ont été provoqués par des tremblements de terre. Or, ça fait très longtemps, pardon, que l'arme sismique existe, puisque déjà en 1942, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, les Américains avaient installé en Nouvelle-Zélande une installation pour déclencher donc ils faisaient des explosions, ils ont fait plus de 2000, autour de 3000 explosions avec du TNT pour voir quel était l'impact sur des tsunamis. L'idée étant de faire exploser dans les fosses au large du Japon pour déclencher des séismes qui déclencheraient des tsunamis pour raser le Japon. Et d'ailleurs, c'est ce qui était marqué. Mais dis-moi, Patrick, il n'y a pas eu une convention, ENMOD, tu en parlais dans tes livres, qui interdisait d'utiliser l'arme climatique. Donc déjà,
Ça sous-entendait que c'était une arme, c'était reconnu comme une arme, et en plus, elle a été Oh, interdite. Alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? mais deviendrais-tu conspirationniste, cher Jackie? La question Donc est oui, ouverte. donc oui, en 1976, et arrêter le texte d'une convention qui s'appelle, en résumé, la convention ENMOD, qui sera ratifiée et qui entre en application à partir de 78. 1978. Donc Mhm. ça fait quand même, ça fera bientôt 50 ans Oui. qu'existe cette convention. Donc, c'était bien connu que c'était une arme. Et Oui. aujourd'hui, c'est en plein exercice. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que, alors, moi, j'avais eu un débat amical, enfin, je veux dire, un débat, quoi, avec le directeur juridique de la Croix-Rouge, qui considérait que cette convention était indispensable. Euh, Mhm. alors, je considère qu'elle est aussi indispensable, mais en fait, il y a tellement de failles dedans que les militaires peuvent faire quasiment ce qu'ils veulent. D'ailleurs, Et tu justement, soulignes que la France n'a pas signé en plus. oui, la France ne l'a pas signé. Et il y a justement la convention stipule que les États partis, donc ceux qui l'ont signé ou ratifié ou est Mhm. ratifié, s'engagent à ne pas attaquer les États qui ont signé aussi cette convention. C'est quand même incroyable. Ça veut dire Oui. qu'ils peuvent attaquer les États qui ne l'ont pas signé, dont la France. Donc, par exemple, si la Russie, la Chine ou les États-Unis attaquaient la France en créant des chaleurs au-dessus de notre pays, On n'aurait rien à dire. il n'y en aurait rien à dire, parce qu'ils en ont le droit, puisque nous n'avons pas ratifié cette convention. Et ça, il y a Et 50 ans. oui, 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 on ne l'a jamais ratifié. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a que Et 60. pourquoi, pardon, pourquoi? Ah, ça, c'est une vraie question. Je n'ai jamais eu de réponse. Ce que je sais, c'est que sur les 190, 192 États, seulement 78 l'ont signé, dont les États-Unis, la Russie, l'Angleterre, etc. Mhm. Mais pas la France, pas Israël. Et pourquoi, je ne saurais l'expliquer. Mais de toute façon, on peut considérer qu'on la signe ou qu'on ne la signe pas, ça ne fait pas une grosse Ouais. différence. Oui, parce que en fait, c'est d'ailleurs le problème de l'arme environnementale ou de l'arme climatique. C'est comment prouver qu'il y a eu usage d'armes climatiques ou d'armes environnementales. Alors, les experts le savent, c'est-à-dire que quand il y a, par exemple, un déclenchement artificiel de tremblement de terre, il y a des ondes P, des ondes S. Enfin, je ne rentrerai pas dans les détails pour pas assommer nos amis qui nous regardent. Mais un certain type d'onde est manquant. C'est-à-dire que il y a certaines données physiques, géophysiques, qui permettent d'être sûr qu'il y a eu un déclenchement, que ça a été un déclenchement donc artificiel. Ça n'a pas été un tremblement de terre naturel. Comme le virus. Oui, ben, en fait, c'est ça. Parenthèse. Mais de toute façon, non, ce n'est pas une parenthèse parce que finalement, tout est lié. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Les élites anglo-saxonnes veulent que nous tombions à 1 milliard d'habitants. Et d'ailleurs, dans les années 90, j'étais tombé enfin, je suis tombé sur des textes des années 90 où, alors évidemment, ça n'est pas signé. C'est un club aux États-Unis qui dit nous sommes trop nombreux, blablabla, le planning familial ne suffit plus, il va falloir employer d'autres méthodes. Oui, oui. Et 2 ans plus tard, ont commencé les sommets de Rio, les sommets de Kyoto, enfin Oui, oui. tout Le le génisme. voilà le GIEC, enfin tous ces Théorie de gens-là. l'eugénisme. Voilà. Absolument. Donc en fait, Patrick, oui, pardon, non, fini, non, je t'en fini. prie. Non, non. Pour, euh, pour nos amis internautes qui resteraient encore un peu sceptiques, je vais te demander de souligner les observations qui interrogent et puis qu'ils réfléchissent là-dessus. Par exemple, qu'est-ce qui mérite un examen approfondi? Ces épisodes de chaleur particulièrement longs, le manque d'orage après, voilà, attire bien leur attention.
fixent bien leur sujet de réflexion. Alors, Puis en on fait, conclura là-dessus. merci. Alors, c'est très compliqué, c'est-à-dire que quand un scientifique dit oui, mais non, il y a un dôme de chaleur, comment nos amis peuvent-ils remettre en cause ce qui vient d'être dit? Ils n'en ont pas la connaissance. Bien sûr. Ça demande effectivement des connaissances scientifiques et d'ailleurs On moi n'a pas forcément. voilà, et On n'a pas, bien sûr. j'ai discuté avec des gens de l'OMM, qui est l'Organisation météorologique mondiale, ou avec des scientifiques de Météo France. Évidemment, pour eux, non, non, ça n'existe pas. Or, l'OMM, donc l'Organisation météorologique mondiale, reconnaît quand même qu'il y a plus de 60 pays aujourd'hui, c'est-à-dire quasiment autour du tiers des pays du monde, qui pratiquent on va dire, je peux employer le mot manipulation, qui pratique, pardon, la modification du temps. Donc, qui font pleuvoir, qui empêchent la grêle, sont des techniques qu'on connaît depuis En fait, alors, tout a commencé au 19e siècle. Les premières expériences, alors on n'a pas le temps, mais tout ça c'est détaillé dans l'arme climatique. Les premières expériences de modification du temps remontent au 19e siècle. Et la percée scientifique majeure, c'est au moment de la Seconde Guerre mondiale, en 1945. Il y a un scientifique qui va découvrir comment faire pleuvoir ou faire neiger. Il suffit d'ajouter un élément chimique qui s'appelle de l'iodure d'argent dans les nuages. Et à ce moment-là, ils se mettent à pleuvoir. Et ils ont fait des expériences, notamment au mois de novembre qui a suivi, donc novembre 45. Le scientifique C'est embarque dans dans celui-là, hein, c'est dans l'arme euh, environnementale. non, l'arme climatique, parce que là, ça touche le ciel. En Ok. fait, oui, pour comprendre, c'est l'arme climatique concerne tout ce qui touche le ciel, donc le climat. L'arme environnementale, ce sont les tremblements de terre, les tsunamis, les volcans, la sécheresse, etc., etc. Voilà. Et donc, en fait, donc, je le redis, depuis 1945, donc ça fait déjà une paire de décennies, euh, ils se sont rendus compte qu'en mettant de l'iodure d'argent, donc ce qui n'est rien par rapport à ce que des systèmes comme HARP et autres Bien sous-marins sûr. en Russie Oui. peuvent produire, tout d'un coup, un nuage s'était mis à neiger dans des quantités colossales, au point que le scientifique qui était un employé de General Electric, General Electric s'est dit, oulala, mais notre responsabilité va être engagée, donc nous ne pouvons pas continuer ces opérations, parce que en dessous, ça a des conséquences majeures pour la population. Et c'est pour ça qu'ils ont cédé le contrôle de ces opérations au Pentagone. Eux devenaient simplement consultants, mais depuis 1945, alors plus exactement 46, tous ces programmes sont devenus des programmes militaires, et pas seulement aux États-Unis. Hein. Mais il y a également à côté des programmes civils. Par exemple, au Texas, nous avions embarqué dans un petit avion d'une société texane qui fait de la modification du temps, c'est-à-dire qui fait pleuvoir. Et donc, des agriculteurs peuvent acheter une séance de pluie. Alors, est-ce que ça marche à tous les coups? Non. Mais, pardon, c'est tout à fait, enfin, c'est commercial, c'est légal. Et en revanche, pour les militaires, beaucoup moins. Bien sûr, bien sûr. Donc, on va laisser nos amis à leur réflexion, en les engageant à bien réfléchir, bien se documenter surtout. Oui, parce que, alors excuse-moi, je t'interromps, mais par exemple, tu vois, dans l'arme climatique ou l'arme environnementale, je donne les références des brevets. Oui, Parce que quand on dit, mais non, ça exact. n'existe pas, il n'y a qu'à lire les brevets de Bernard Isloun qui explique comment changer l'ionosphère au-dessus d'une région, et c'est classé dans la catégorie armes à énergie dirigée.
arme à énergie dirigée. Donc, quand on nous explique que non, mais le dôme de chaleur, c'est totalement naturel, qu'il n'y a aucune arme climatique, c'est une vue de l'esprit de gens, blablabla, c'est faux. La documentation regorge. Il y a des dizaines de brevets qui expliquent que ce soit sur les chemtrails ou sur ARP ou sur l'utilisation de l'ionosphère. Donc, et ce sont des études scientifiques. Donc c'est difficile pour nos amis de. Alors, c'est pour ça que je les incite à lire nos livres, et puis également celles d'autres auteurs sur ce sujet-là. Tu parlais de Christian Gérondeau. Oui, le réchauffement climatique est une arnaque. Et on voit bien que les cartes sont manipulées, que les températures sont manipulées, parce qu'il faut continuer de faire peur aux gens pour mieux les Oui, tondre et pour mieux mais les oui, parquer, et mieux les parquer et les confiner. parce que pour les mêmes températures qu'il y a quelques dizaines d'années, où les cartes étaient vertes, à Oui, peine orangées, maintenant c'est rouge, rouge sang, quoi. et Pour tu as bien vu, faire peur. et comme ça ne suffisait pas, au lieu maintenant d'avoir simplement les températures, on a les ressentis Ah qui oui, sont oui, ça c'est toujours, merveilleux. qui sont toujours 5 ou 10 degrés au-dessus. Oui, oui, oui. Donc on a Et encore plus chaud. voilà, donc en fait, pour conclure, donc merci pour cette émission parce que ça permet, même si elle est très courte, mais en 1 heure, on peut déjà orienter la réflexion. Merci parce que déjà, ça permet justement par rapport à nos amis qui nous regardent, déjà, ça permet de prendre conscience de cette réalité, que ça existe. Après, à eux de se documenter plus avant, parce que c'est vraiment un sujet un peu technique. Mais d'ailleurs, dans l'arme climatique et l'arme environnementale, j'ai dû lister peut-être au moins une trentaine de catastrophes naturelles qui n'en sont pas, y compris en remontant jusqu'à 1952, où tout d'un coup, 90 millions de tonnes d'eau s'abattent sur un village du Devon en Angleterre, va faire 50 victimes, et on va apprendre que, en fait, la Royal Air Force faisait des opérations de modification du temps. Voilà. Donc, voilà. Et Donc, Patrick, on ne peut que lire tes ouvrages en toute confiance, comme d'ailleurs tous ceux que tu publies, parce que je suis bien placée pour le savoir, tes sources sont ah ben, parfaites. Elles sont incritiquables. Ce sont des sources qui vont à l'origine, des sources scientifiques, des sources c'est qui ça. montrent les brevets, des sources qui viennent des gouvernements eux-mêmes. Oui, des rapports militaires. Il Le n'y a nombre rien de à... rapports, voilà, le nombre de Voilà. rapports militaires et donc merci pour le Donc, compliment. c'est pas du tout orienté, c'est factuel. Ben, si, c'est orienté parce que on va considérer que, pour moi, c'est orienté dans le sens où il n'y a aucun doute, la manipulation du climat, je le redis, a commencé au 19e siècle. Il y a eu des expériences dans les années 1890, et encore, on n'a pas parlé de Nikola Tesla et de tous les brevets qui ne sont pas accessibles. On fera Euh, une émission sur Nikola oui, Tesla. c'est un. Mais Nikola Tesla, parce que parfois je suis invité pour faire une conférence sur l'arme climatique et environnementale, tu vois, je fais travailler le public et je leur demande en quelle année a eu lieu le premier déclenchement de tremblement de terre. Eh bien, en fait, c'est 1892 ou 93. Lui-même ne se souvenait plus de l'année, par Nikola Tesla. 1892 ou 93. Et on va nous expliquer qu'il n'y a pas eu de progrès depuis. Mais C'est sûr. néanmoins, il ne faut pas avoir peur, parce que un homme averti en vaut deux, une femme avertie en vaut deux, et que déjà de commencer à savoir, eh bien, ok, on regarde ça donc d'un autre regard, et l'idée, c'est vraiment que la peur nous quitte. Nous ne mourrons, Merci. nous ne mourrons pas grillés. Merci Patrick. Merci beaucoup. Merci Merci pour Jackie, merci à ta toi. réactivité, ta spontanéité, ta gentillesse à répondre tout de suite à notre invitation. Merci beaucoup. Eh Et ben, chers amis internautes, je vous dis bonsoir, bonne soirée, prenez soin de vous, n'ayez pas peur et à très bientôt. et merci à toute l'équipe.
woke up inside a silver night, where shadows breathe and stars they fly. Every thought a hidden door, every step a different shore. The sky was closed, the ground was far. My heartbeat felt like a distant star. I touched the wall, it wasn't there, and fell in circles through the air. Through colors made of sound, where broken pieces turn to ground. I saw my fears become the rain, I saw my joy forget its name. The mirror whisper, let it go. There's more to feel than we can know. Every ending, every start is just a dream inside our heart. A breath of light falling softly through the night. Am I the wave or am I the sea? The silent truth inside the key. If life's a dream, I understand I'm only waking in my hands. Through every vision, every sight, I lose the edges of my mind. The past, the future disappear. There's only now, there's only here. I am the dreamer and the dream, the flowing river and the stream, a fleeting form, a lasting spark, a flame that